Salut à Salut à tous! tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir un petit peu le métier d'opérateur attraction. Théo travaille à Wallis-et-Rhône-Alpes en tant qu'opérateur attraction et il va répondre à des questions pour vous. Donc c'est des questions soit qu'on a préparées en amont, mais on a aussi plein de questions que vous nous avez posées sur Instagram à travers des stories interactives. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous voulez nous poser plus de questions sur le métier d'opérateur attraction. Moi j'ai lu les questions mais je ne les ai pas préparées, voilà, c'est toi qui t'en es occupé. Comme ça on a le point de vue de quelqu'un justement qui pourrait se questionner sur le métier, voilà. Donc on va commencer déjà par tes questions, Mes puis ensuite on questions. continuera avec celles des abonnés. Voilà. Donc la première question, c'est en quoi consiste le métier d'opérateur? Bon, comme je pense beaucoup de monde sans doute, ça consiste à accueillir les visiteurs sur une attraction. Et aussi de piloter, voilà, donc on est opérateur pilote, on mesure, on accueille, on fait embarquer, débarquer, et puis il y a aussi d'autres tâches comme parfois on peut être amené à faire le parking le matin, donc accueillir les véhicules au parc, et même on doit faire le ménage sur l'attraction en fin de journée, voilà, pour laisser l'attraction telle qu'elle était avant. Alors la deuxième question, sur quelle attraction travailles-tu? Donc à Wallis-et-Rhône-Alpes, hein, bien sûr. Ouais. Donc on est formé sur plusieurs attractions. Donc déjà le premier jour quand on commence à travailler sur le parc, on est formé sur au minimum 4 attractions. Et puis ensuite au fil du temps on peut être formé sur d'autres. Donc moi, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde parce qu'il faut connaître le parc quand même. Je suis formé au Volt au vent, au monorail, au totem, Mystique, Melody Road et Tiki Academy, la nouvelle attraction. Est-ce que tu gères la même attraction toute la journée? Alors en général, on est sur une attraction toute la journée. Ouais, voilà, le matin on nous dit tu vas être sur telle attraction, voilà. Et donc ouais, on reste sur l'attraction toute la journée. Mais il faut bien qu'on ait des pauses justement et des fois on est rodies. C'est le nom qu'on donne aux personnes en fait qui font les pauses des autres, voilà. Et du coup quand on est rodies, dans ce cas-là, on tourne sur toutes les attractions de notre zone donc toute la journée. Et nos zones, c'est délimité d'une façon assez particulière. C'est pas les zones du parc, c'est pas Festival City, machin, voilà. Non, c'est des zones prédéfinies de 4 attractions en général, voilà. Et donc, dans le cas où on est rodise, c'est à peu près toutes les semaines, ça dépend. On fait les pauses des autres et du coup, on tourne sur chaque attraction tout le long de la journée. Dois-tu gérer la partie technique de l'attraction? Par exemple, s'il y a une panne, est-ce que tu dois réparer l'attraction? Non, on ne gère pas ça, mais du coup je vais quand même expliquer comment ça se passe. Alors il y a des attractions mal faites, des vieilles attractions comme le Totem par exemple, ou même le Melody Road qui est un circuit de taco, voilà. S'il y a un problème, il n'y a pas de code d'erreur ou quoi, c'est juste écrit arrêt d'urgence, je sais pas quoi, et du coup dans ce cas-là on appelle la technique, donc c'est le service technique, et ensuite ils viennent et ils règlent le problème, et en général on immobilise l'attraction, mais on fait pas d'évacuation spécialement. Voilà. Par contre, il y a des attractions plus modernes comme Mystique, qui est le coaster Gerstlauer pour ceux qui ne savent pas du parc, et même Tiki Academy, enfin voilà, toutes les attractions assez récentes où on a un écran et sur l'écran on a un code d'erreur qui apparaît avec un descriptif de l'incident. Et bon, même si au fil du temps on commence à connaître les incidents, et du coup dans ce cas-là, on appelle, on décrit l'incident et ils viennent et voilà, ils nous disent ce qu'il faut faire, mais on touche pas, voilà, parce que pour faire les manipulations, il faut passer en mode maintenance ou des choses comme ça, et c'est les techniciens qui ont la clé. Voilà. Comment ça se passe pour prendre une pause? Voilà, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le système du coup de rodies, donc les gens qui viennent faire nos pauses. Donc on est à notre attraction, le matin, on sait pas spécialement quand sera notre pause. Quand on est de journée, alors ce que ça dépend, en ce moment il y a une équipe de matin, une équipe d'après-midi, donc ça je vais pas trop en parler parce que c'est assez particulier, mais en général on fait une journée complète, donc 9h30, 19h et quelques, voilà, ou 18h. Quand on est sur notre attraction, tout simplement, on attend que notre collègue vienne, et quand il vient, on sait que c'est notre pause, il vient nous remplacer, voilà, on part. Et donc on a une première pause d'1 heure pour le repas, ensuite on doit revenir au bout de 7 heures, notre collègue repart pour faire la pause de quelqu'un d'autre, et ensuite l'après-midi on a une autre pause. Donc la pause d'après-midi, on sait à quelle heure elle va tomber parce que en fait on a accès à un tableau où en fait c'est écrit Théo 15h30, voilà, donc on sait qu'on va se faire remplacer à 15h30, et donc la pause d'après-midi c'est une pause d'une demi-heure.
Après, c'est vrai que quand on commence à connaître un peu notre zone et nos attractions, on peut deviner plus ou moins quand sera notre pause. Par exemple, parce qu'elles sont dans un certain ordre, nos attractions. Donc par exemple, si je suis à Tiki Academy, je sais que c'est la première attraction de ma zone et donc que le Rodis va faire ma pause en premier et donc que je vais manger à 11h. Voilà. Comment et par qui es-tu formé quand tu as une nouvelle attraction? Alors quand on est formé à une nouvelle attraction, en général, ça va être un autre opérateur ou une opératrice qui va nous former à une attraction pour laquelle elle a déjà été formée. En fait, à partir du moment où on est formé à une attraction, on peut être formateur pour cette attraction. Voilà. Parce que, par exemple, moi j'ai déjà été formateur. Voilà. Et après, ça peut être aussi les XP qui nous forment. Donc, les XP, c'est des personnes qui ne sont pas opérateurs. C'est des personnes qui vont être là pour aider les opérateurs tout au long de la journée, qui vont passer un peu sur toutes les attractions pour faire une pause si on a besoin d'aller aux toilettes ou de remplir notre gourde. Ou même s'il y a un incident, un problème, voilà. Donc ils passent souvent sur les attractions, ils sont là si on a besoin de quelque chose, voilà. Donc eux peuvent nous former parce qu'ils maîtrisent aussi les attractions, ils savent opérer, voilà. Et alors, qui a formé les premiers opérateurs pour la nouvelle attraction Tiki Academy qui est sortie cette année? Je sais pas exactement, mais il me semble que c'est du coup les managers qui ont fait ça, voilà, et le responsable du service opération qui connaissait voilà, la machine. Quelle est la chose la plus drôle qui te soit arrivée en tant qu'opérateur? C'est vrai qu'il se passe jamais des... Enfin, il se passe plein de petites choses drôles, mais rarement des choses vraiment exceptionnelles. Enfin, voilà. Donc ça sera peut-être pas incroyable l'anecdote, mais quand j'étais au Melody Road il y a quelques semaines, il y a quasiment jamais d'incident sur cette attraction. Et là, il y a une voiture qui a plus ou moins pris feu. Alors c'était rien de grave. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un câble sous le véhicule, donc c'est des véhicules électriques, le rail est électrifié, ça suit un rail. Et il y a eu, je pense, une sorte de court-circuit, quelque chose comme ça. Voilà, après c'est juste, en fait c'est une pièce qui a lâché, un câble qui a fondu, enfin voilà, je connais pas exactement la raison. Et ça a fait des flammes, des étincelles, et ensuite le véhicule ne fonctionnait plus. Voilà, du coup ils ont remplacé la pièce, mais évidemment c'est sans danger. Le véhicule n'a pas concrètement pris feu, mais ça a fait des flammes en bas, forcément, avec le courant qui passe. Mais voilà. Dois-tu parfois parler avec les visiteurs? Oui, justement, c'est même un peu la tâche principale, parce que si ça se résumait seulement au pilotage, ça serait quand même assez simple. Les gens veulent toujours négocier avec, sauf que bien sûr on négocie pas avec, sur la taille, tout ça, et il y a beaucoup de disputes, de gens agressifs, ou de gens chiants, ou voilà, donc ouais, il faut savoir gérer les personnes et discuter avec et rester calme, ouais. Est-ce qu'il faut savoir manier les langues étrangères? C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Le mieux, c'est de savoir se débrouiller en anglais, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal d'étrangers, surtout en plein été, au mois d'août. Voilà, c'est pas non plus Disney avec plus de 50% d'étrangers. Là, il y a quand même bien 2-3 fois dans la journée où il y a des gens qui ne parlent pas français, voilà, donc c'est mieux, ouais, surtout si des personnes viennent avec un fast-pass et qu'il faut leur expliquer comment ça se passe, tout ça. Ouais. Que fais-tu quand tu trouves un objet trouvé ou quand quelqu'un vient t'en réclamer un? C'est vrai que c'est assez rare, heureusement. Enfin, même si ça arrive quand même régulièrement, mais c'est pas tous les jours qu'on en a sur notre attraction. Je vais déjà parler des attractions, des flat rides, donc des attractions qui ne sont pas à circuit. Après, je parlerai des attractions à circuit comme les coasters par exemple, parce que c'est quand même différent. Donc les attractions simples, bah en fait dès qu'on trouve un objet, on le récupère, on le garde avec nous, ou alors on le met à l'endroit où les gens rangent leurs objets, comme ça si jamais la personne revenait, elle va trouver son objet, elle va le récupérer. Si c'est un objet bien sûr qui n'a pas de valeur. Par contre si c'est un objet comme un téléphone ou quelque chose avec une marque assez chère, en général on va le garder et on va attendre que quelqu'un nous le demande. En général, pour savoir si ça appartient bien à cette personne, bah si la personne nous demande une casquette noire, machin, voilà, si la personne sait ce que c'est, on part sur le principe que c'est son objet. Et si c'est un téléphone, voilà, et que la personne nous le demande, donc le téléphone on va le garder avec nous pour que personne le vole. On va leur demander de le déverrouiller devant nous pour être sûr que c'est bien leur téléphone, voilà. Si personne ne vient récupérer l'objet, il y a de temps en temps, quand il y a une journée de forte fréquentation, des personnes qui viennent faire une collecte d'objets trouvés, donc ils viennent avec une pochette et ils nous font un signe et on leur dit si on a quelque chose ou pas, et dans ce cas là on leur donne, ils les ramènent à l'accueil. L'avantage c'est que ça nous fait gagner du temps parce que si ces personnes là ne passent pas et qu'on a les objets trouvés et que personne ne vient les chercher, on doit en fin de journée ou pendant notre pause aller les déposer à l'accueil et ça peut prendre du temps, donc faut remplir des documents. Souvent il y a beaucoup d'objets trouvés dans les coasters, comme Mystique, et les objets tombent des poches, tout ça, alors qu'on prévient les gens. Et là, ça c'est pénible parce que voilà, on leur dit qu'on peut pas les récupérer avant la fin de journée. Et même si ça tombe dans les filets, pour éviter que ça tombe sur les visiteurs, là, ça peut être plusieurs jours après que c'est récolté.
Et du coup, dans le cas où ça tombe, en général, on va devoir attendre la fin de journée, enlever les clés de l'attraction pour être sûr qu'il n'y a aucun train qui parte. Une fois qu'on a les clés sur nous, on pourra aller en dessous. Et même en dessous, il y a des zones auxquelles on n'a pas accès en tant qu'opérateur. Donc on est assez limité, mais voilà, en général, c'est en fin de journée qu'on récupère les objets. Comment dois-tu agir si jamais un ou une visiteur a un souci de santé ou ne se blesse? Si un visiteur se blesse, on ne doit rien faire. C'est un peu étrange, mais en même temps c'est quand même logique parce qu'on n'est pas formé au premier secours. Et alors bien sûr on peut les accompagner, on peut rester, en général on va rester quand même présent à côté d'eux s'il y a vraiment un incident, comme on a eu quelqu'un une fois qui n'arrivait plus à respirer à cause d'une crise d'asthme, voilà. Ce qui se passe dans ces cas-là, si on a plusieurs opérateurs, il y en a un qui va rester potentiellement avec, même si cette personne ne va rien faire. On a une trousse de secours, mais elle est juste pour nous, on peut pas s'en servir pour eux, de toute façon il n'y a pas grand chose dedans. Mais en fait voilà, on appelle le poste de secours et puis ils viennent. Ou alors si c'est quelque chose de pas grave, on les guide vers le poste de secours. Il faut attendre que le poste de secours vienne pour s'occuper de leurs problèmes, voilà. Et comment vous communiquez avec le poste de secours ou la technique? Ouais, bah c'est tout avec le téléphone, voilà, il y a un numéro pour chaque domaine. Voilà, on a la base, le service technique, et puis on a le poste de secours, on a aussi les managers, bien sûr. On a l'accueil pour gérer les PDA, donc c'est les appareils pour scanner les fast-pass. Et puis voilà. Comment est-ce que vous réagissez si un visiteur devient vraiment très agressif? Moi, alors j'ai déjà eu des visiteurs très agressifs, mais en général, on les laisse parler. Voilà, faut pas s'énerver face à eux, sinon c'est encore pire. Même si bien sûr on peut les remballer, enfin voilà, forcément on va pas être non plus poli avec eux. Faut s'affirmer, c'est juste ça. En général ça va être pour une histoire de taille de l'enfant, donc on refuse, hein, on le dit bien aux collègues, comme ça on fait pas partir l'attraction tant qu'ils sont pas partis. Et puis si vraiment ça se calme pas, si la personne est en plus d'être insultante, menaçante, là on peut appeler les managers qui vont appeler la sécurité. On peut pas appeler la sécurité nous-mêmes, mais voilà, les managers viennent, la sécurité, et puis dans ce cas-là, les personnes se font expulser du parc. Voilà. Quelles sont vos consignes en cas d'intempéries, orage, grêle, pluie? Quand il y a de la pluie, il y a peut-être une ou deux attractions qui doivent s'arrêter, mais je crois que c'est des petites attractions style Dock and Roll, une sorte de mini disco coaster, vraiment tout petit pour les enfants. Je crois parce qu'il y a un système de roue de friction, donc c'est des pneus qui ça glisse, voilà. Mais globalement, tout fonctionne sous la pluie. Le seul truc, c'est s'il y a de l'orage. S'il y a de l'orage au-dessus du parc, nous, on peut pas prendre la décision d'arrêter l'attraction. Mais voilà, il y a certaines attractions, s'il y a de l'orage, on va recevoir un appel et ils vont nous dire qu'il y a une PO. Donc c'est une procédure orage. Et dans ce cas-là, on doit appliquer la procédure. Et donc c'est tout simplement terminer le tour. S'il est lancé, bien sûr, on va pas claquer l'arrêt d'urgence, sinon il faudrait faire une évacuation, enfin si les gens restent bloqués, voilà. Et donc il faut juste finir le tour, ne plus charger l'attraction et attendre qu'on nous dise que c'est bon. Sachant que des fois, même s'il n'y a pas d'orage sur le parc, c'est possible qu'il y ait une PO parce que si l'orage est au-dessus de la centrale qui fournit en électricité le parc, dans ce cas-là, il peut y avoir une PO. Par exemple, dans certaines attractions, il faut faire une évacuation, par exemple le Woodstock Express, parce que la gare est en métal, donc s'il y a de l'orage, c'est très dangereux. Dans ce cas-là, il faut évacuer la file d'attente, il me semble. Et aussi, parfois, il y a le vent qui peut être un problème. J'ai pas envie de dire de bêtises, du coup, la seule attraction où je sais que c'est important qu'il n'y ait pas trop de vent, c'est le totem. Et dans le totem, il faut qu'il n'y ait pas plus de 50 km/h de vent. S'il y a plus de 50 km/h de vent, on arrête l'attraction, voilà. Comme pour une PO. Donc maintenant, on va passer aux questions que vous avez posées, voilà, via Instagram. Donc il y a toutes sortes de questions. On vous remercie beaucoup pour votre participation. On les a toutes casées, c'est super. Donc la première, c'est y a-t-il des études ou des formations spéciales et quel est le niveau d'études requis? C'est un job étudiant globalement, il y a beaucoup d'étudiants parce qu'il y a besoin de rien. Bien sûr, il faut certaines compétences, mais pas de diplôme en particulier. Et puis les formations, non, enfin voilà, on est formé sur le terrain le jour même, et puis voilà. Alors, qui sont les pires à gérer entre les enfants, les adolescents et les adultes? Alors, globalement, il n'y a pas de différence selon l'âge, hein. Forcément il y a des enfants turbulents, mais au final le plus dur je dirais que c'est quand même les adultes, parce que un enfant, si on lui dit qu'il peut pas faire l'attraction, au pire il va pleurer, mais sinon en général il s'en fout. Alors que les parents, c'est eux qui vont faire tout un cinéma et devenir agressifs et dangereux parce que ils veulent absolument que leur enfant fasse, et voilà, c'est des comportements insensés et complètement stupides. En général c'est les adultes, hein, les pires, et puis c'est souvent eux d'ailleurs qui comprennent rien aux consignes de sécurité.
voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote sur un ou une visiteur qui ne respectait absolument rien? Alors bien sûr, on se moque pas des visiteurs, mais forcément quand il se passe un truc vraiment illogique à un point, forcément on en rit. Donc là je vais en parler, bien sûr cette personne sera anonyme. Alors ça me concerne pas, ça concerne d'autres opérateurs, moi j'étais pas sur cette attraction, mais voilà, on a un flume, donc pour ceux qui savent pas c'est une genre de rivière canadienne comme les gens diraient en général. C'est Bamboos Donc River. Bamboos River, voilà. Et une fois, une personne a perdu ses lunettes, je crois, dans l'eau. Donc cette personne, toute la journée, a embêté, même c'est gentil comme terme, tout le monde pour récupérer ses lunettes. Donc les opérateurs ont fait appel aux managers, qui ont fait appel à la sécurité, voilà. Et ils ont essayé de lui faire comprendre que les lunettes étaient perdues parce que c'est un circuit fermé et c'est reparti dans la pompe et c'est bloqué dans la pompe et c'est que l'hiver qu'on récupère les objets qui sont restés bloqués dans le filtre de la pompe. Forcément on démonte pas l'attraction tous les jours. Du coup voilà, la sécurité attendait cette personne si jamais elle revenait dans la journée pour saouler tout le monde, voilà. Et il s'avère qu'en fin de journée, juste avant la fermeture, cette personne est revenue, a fait un tour de l'attraction parce que la sécurité n'avait pas eu le temps de venir et a décidé de descendre dans le lift de l'attraction et apparemment de plonger dans le bassin pour chercher ses lunettes. Et le pire de tout ça, c'est qu'elle a même pas retrouvé ses lunettes. Voilà. Est-ce qu'il faut une bonne condition physique pour faire le métier d'opérateur? Pas être sportif non plus, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Faut faire attention à sa posture, tout ça, parce que ça peut vite faire mal si on se tient mal, parce qu'il y aura beaucoup de mouvements où on va se pencher, voilà, plier le dos, tout ça, donc faut bien penser à plier les jambes, pas le dos, enfin voilà. Bon après on a une visite médicale pour ça, mais c'est un peu des choses de base qui sont expliquées, c'est pas très utile. Mais ouais, faut faire attention, par exemple mystique, les harnais sont très durs et pour les appuyer, faut bien penser à forcer, pas avec les bras, voilà, sinon on se fait mal, mais voilà, globalement faut quand même faire attention, mais c'est pas non plus physique, voilà. Alors, parmi les 3 zones à Walibi-Rhône-Alpes, donc on le rappelle, c'est Festival City, Exotic Island et Explorer Adventure, au sein de laquelle préfères-tu travailler? Je préfère Festival City, en même temps ça n'a rien à voir avec la zone, l'ambiance, tout ça, parce que nous on s'en fiche un peu quand on travaille, mais parce que c'est là-dessus que j'ai surtout des bonnes attractions. Bonnes attractions à opérer, pas en tant que visiteur, pas à rider, voilà. Parce que voilà, j'ai quand même Mystique et le Totem dans cette zone. Après Exotique j'aime bien parce que Tiki c'est sympa à gérer. Alors, quelle est l'attraction la plus compliquée à gérer? Compliqué, alors ça dépend niveau, je vais répondre aux deux, hein, parce qu'il y a niveau vraiment pilotage et il y a niveau gestion des visiteurs et des comportements pour le pilotage. Alors on pourrait penser que c'est mystique ou des grosses attractions, mais non, parce qu'en fait tout est plutôt automatisé. Alors oui, il y a beaucoup de choses à faire quand on est au pupitre, mais c'est des choses assez simples une fois qu'on maîtrise. Par contre, voilà, il y a le Melody Road où rien n'est automatisé, donc c'est les tacos. Là, ça c'est plus compliqué, alors qu'il y a beaucoup moins de boutons, beaucoup moins de choses concrètement à faire, mais on doit tout gérer, l'embarque, la débarque, tout ça, et même la barrière est manuelle, enfin voilà, et du coup c'est un bordel, il faut guider les gens vers la sortie parce qu'ils partent au mauvais endroit, et en fait les voitures, faire attention à ce qu'elles se rendent pas dedans, et du coup il faut faire que d'appuyer sur les boutons, tout ça, parce qu'on gère 2 zones dans la gare, et il n'y a même pas de capteur, et c'est le grand n'importe quoi. Et sinon niveau comportement visiteur, pire que j'ai, c'est Tiki Academy, parce que les maillots de bain sont interdits et les gens deviennent très vite agressifs et chiants dès qu'on les recale pour ça. Voilà. C'est compliqué, ouais. Et du coup, quelle est celle que tu préfères faire tourner? L'attraction que je préfère, c'est Mystique quand même. Ouais, Mystique, c'est sympa. Alors, est-ce que quand tu contrôles une attraction, ça te donne envie de faire un tour? Alors c'est vrai que des fois, quand on a un mystique ou une grosse attraction, on peut être tenté, mais c'est pas possible de toute façon, et c'est pas notre travail. Donc bien sûr, on le fait pas puisqu'on travaille. Et en plus, on ne peut pas souvent, parce que par exemple, la mystique, si on est 2 opérateurs, un pilote et un opérateur, le pilote envoie le train, mais l'opérateur doit valider. Du coup, il faut que les 2 appuient sur les boutons. Et si on est 3 opérateurs à mystique, ça va être pareil, ça va être en triple dispatch, donc il faudra être 3 à appuyer en même temps. Donc c'est pas possible. Mais c'est vrai que régulièrement, les visiteurs nous disent allez, venez avec nous, ça. Et puis nous, on dit bah non, on peut pas. Y a-t-il des tests à vide avant la journée pour vérifier que les attractions fonctionnent? Oui, donc il y a la technique qui passe le matin, faire les tests. Donc tous les jours, il y a des tests sur les attractions. C'est pas vous qui les faites. Voilà, ils les font avant 9h30 et nous, on arrive sur les attractions vers 9h40, 45, voilà.
Et en fait, eux font des tests à vide, ils font plein de tests, voilà, et ils approuvent l'attraction avec une pastille. Donc c'est un autocollant et nous on le met sur notre fiche d'opération. Voilà, donc on a un document qui nous suit toute la journée. C'est pour ça que tout est très sécurisé parce que tout est signé, tout est validé, confirmé, tout ça. On a des checklists, voilà. Donc nous on gère pas quand même tous ces tests du matin. On arrive, si ça n'a pas pris de retard, c'est fait, on a la pastille, on peut faire. Mais quand même, avant de charger les visiteurs, oui, on doit faire un tour à vide, nous aussi. Voilà. Dans Mystique, par exemple, on doit faire un tour à vide avec les 2 trains. Voilà. Même au Melody Road, même les petites attractions, on doit faire tourner au moins une fois, voir si tout fonctionne. Voilà. Alors, une question assez simple, mais pourtant intéressante. Est-ce que tu trouves que c'est un métier compliqué? C'est sûrement pas le métier le plus dur, hein, c'est sûr. Mais ouais, quand même, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Beaucoup de responsabilités, ça peut être stressant des fois. Voilà, faut être sûr de ce qu'on fait, faut pas se tromper au niveau de la taille des visiteurs. Et on a beaucoup de choses à gérer, ouais. On est souvent assez débordé quand même. Donc ouais, c'est quand même compliqué et c'est sûr qu'on s'ennuie rarement. Et enfin, dernière question, est-ce que tu sors les trains des coasters le matin? Alors non, les trains sont soit déjà sortis, de toute façon on a toujours un train qui reste dans la gare. Dans le pire des cas, entre guillemets, le train est rangé dans votre garage et on nous appelle et on nous dit que les techniciens vont venir sortir le train et de toute façon ça se fait en mode maintenance, donc nous on arrête l'attraction pendant qu'ils font la manœuvre et on peut même pas ouvrir les portails, il me semble. Donc voilà, et puis pareil, il peut se passer l'inverse en fin de journée quand il n'y a plus trop de monde, on nous dit voilà, on va retirer un train à telle heure et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions sur Instagram. On a été ravis de pouvoir y répondre. Donc si vous avez d'autres questions qui vous viennent après le visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre éventuellement. Soit dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord d'ailleurs. Pareil, si vous avez des questions. Et puis même, on parle d'actu de parc, on parle de plein de choses. Il y a d'autres opérateurs en plus dans le Discord. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.